Bonjour à toutes, je vous espère en bonne forme cette semaine. Donc voilà, aujourd'hui, module 6 de cette formation en 7 étapes d'exploration du féminin et de la naturopathie. Et ce module 6 donc porte sur les équilibres hormonaux. On l'a déjà vu dans le module 1, hein, nos hormones fluctuent pendant notre cycle et ça nous impacte fortement sur nos états d'être. Là, dans ce module, je vais vous donner vraiment des conseils pour justement avoir un équilibre hormonal, enfin se donner toutes les chances de garder un bon équilibre hormonal. Donc voilà, c'est parti pour, plus de la naturopathie et des conseils, vraiment d'hygiène de vie. Voilà, donc ce module 6, je l'ai nommé, «Hormones en harmonie». Alors l'harmonie, bah, c'est justement l'harmonie des hormones entre elles, de leur fonctionnement, hein, du fonctionnement physiologique interne qui va en dépendre, mais c'est aussi tout l'harmonie de notre être, puisque en fait, avoir des hormones en bonne harmonie intérieure, ça nous aide à être en harmonie globale et donc à rayonner l'harmonie, vers l'extérieur aussi. Voilà, j'aime bien cette sonorité de hormones en harmonie pour ce module 6. Donc de quoi je vais vous parler? Donc c'est bien des équilibres hormonaux dont je vais vous parler, et comment les garder tout au long de leurs fluctuations, de ces fluctuations, hein, de l'équilibre hormonal. Puisqu'en fait, on l'a vu, hein, au cours du cycle, on a, des fluctuations œstroprogestatives, c'est vraiment la spécificité de la femme. Mais il y a aussi tout un tas d'autres, ajustements des équilibres hormonaux au cours de la journée, au cours des saisons et pour la femme, ben, lorsqu'elle rencontre la puberté, une grossesse, la ménopause et cetera et cetera. Donc c'est un équilibre dynamique, on le voit bien, c'est pas un équilibre statique, hop, on a des hormones qui sont à tel taux et ça bouge pas. Donc on est dans un espèce d'équilibre dynamique et voilà, la question de ce module, c'est comment on met toutes les chances de notre côté pour que cet équilibre en perpétuelle évolution, se passe le mieux et que notre système hormonal arrive à dérouler ses fonctions, et à assurer, voilà, ses fonctions, de manière optimale. Donc d'abord, je vais vous donner quelques petits rappels sur les hormones sexuelles, rapidement. C'est quoi un équilibre hormonal justement? C'est quoi cette question? Les analyses qu'on peut faire en labo et les tests qu'on peut faire sur les hormones, pour savoir justement où on en est, si on sent qu'il y a des équilibres ou on est tombé dans une pathologie. Et enfin, je vais vous donner un certain nombre de conseils naturopathiques. Et l'exercice de la semaine pour finir. Voilà, alors d'abord, bah, on a ces fameux alors quand on est une femme, hein, bien sûr, je parle surtout de ce qui se passe pour les femmes, on est dans la formation naturo-féminité, donc on a d'abord ces œstrogènes, hein, qui sont vraiment, donc qui sont une famille, c'est pour ça qu'on met un S, hein, je rappelle, et qui sont, vraiment, les hormones, du féminin, qui vont avoir un impact du coup sur la libido, hein. Si on sait que la phase de ménopause, celle où on va commencer à avoir beaucoup moins d'œstrogènes, c'est une phase où, la libido doit se réorganiser. Souvent, les femmes connaissent un petit temps de réajustement par rapport à leur désir sexuel au moment où les œstrogènes baissent, mais c'est pas du tout irrémédiable. Bien sûr, les œstrogènes ont un rôle dans la reproduction puisque c'est elles qui déclenchent, notamment, la ponte ovocytaire, enfin le fait de faire un ovule dans le développement des caractères sexuels, mais aussi, dans tout un tas d'autres réactions telles que enfin, tout un tas d'autres qualités physiques telles que la densité osseuse, la qualité de la peau et aussi les fonctions cognitives et ça m'intéresse particulièrement de savoir que quand on a, des troubles des oestrogènes, on va avoir notre fonctionnement cérébral qui va être, altéré. Donc fonction cognitive, c'est bien ça, c'est le fonctionnement du cerveau. Et enfin, des effets métaboliques et cardiovasculaires, heu voilà, une santé cardiovasculaire importante. Et savoir que les œstrogènes ont une action antioxydante. Donc les œstrogènes effectivement, donc quand on parle d'une hormone, hein, elle est sécrétée par une, glande, donc pour ici, les œstrogènes, ça va être les ovaires principalement,
mais également, on verra, enfin, le relais peut être pris par les tissus graisseux. Donc les œstrogènes sont produites au niveau, des ovaires principalement, partent dans la circulation sanguine et vont donc venir baigner l'ensemble des cellules de notre corps. Et on compte à peu près 300 tissus, donc vous voyez, comme c'est ubiquiste l'action des œstrogènes, 300 tissus qui ont des récepteurs à œstrogènes. Ça veut dire que sur les cellules de ces tissus, il y a des petits récepteurs, d'ailleurs qui sont de plusieurs sortes, qui vont permettre que l'œstrogène qui arrive par le sang se colle sur ce récepteur et donne l'information à la cellule d'une action physiologique particulière. Bah, par exemple, quand on a parlé de densité osseuse, les œstrogènes vont se coller aux cellules des os qui s'appellent les ostéoblastes, qui vont produire du nouvel os et stimuler cette production. Donc c'est pour ça que les œstrogènes ont un effet sur la densité osseuse. Et c'est pour ça que voilà, quand elles vont baisser, encore une fois, la ménopause, on pourra commencer à avoir des problèmes d'ostéoporose pour autant que notre hygiène de vie le favorise ou notre terrain. Voilà, donc 300 tissus qui ont des récepteurs à oestrogènes, c'est pour vous dire, voilà, même si c'est une hormone sexuelle, elle a une action très, très généraliste sur le corps de la femme et elle a impliqué dans beaucoup de fonctions, voilà, physiologiques. Alors, là, je vais vous détailler ce qui se passe au niveau cérébral, parce que comme je vous ai dit, hormones en harmonie, il s'agit pour nous déjà de prévenir les pathologies, mais aussi de se sentir bien dans notre tête et de se sentir bien dans notre être femme. Donc, je vous fais un zoom sur les effets des œstrogènes sur le cerveau. Donc, elles augmentent la capacité des mitochondries cérébrales. C'est-à-dire les mitochondries, c'est les petites usines à énergie de toutes les cellules, hein. Et dans les cellules du cerveau, eh ben, en fait, c'est sous l'action des oestrogènes, ces mitochondries vont être plus productives. Donc, on aura plus d'énergie au niveau des cellules du cerveau, que sont les neurones, hein, principalement. Donc ça, c'est déjà important à savoir. Et les oestrogènes augmentent aussi le débit sanguin. Donc, mieux notre cerveau est irrigué en débit sanguin, bah, mieux les cellules vont aussi avoir bah, de l'énergie, de l'oxygène et différents nutriments pour fonctionner. Donc, elle module aussi la sérotonine. Alors là, on rentre dans le champ ce qu'on peut des fois appeler les hormones du bonheur, mais qui sont en réalité plutôt en termes de nature physiologique des molécules de communication entre les neurones. Donc la sérotonine, elle est assez connue, elle permet aux neurones de communiquer et elle induit vraiment le bien-être. Donc, on a remarqué vraiment qu'il y avait une corrélation entre le niveau d'œstrogène et le niveau de sérotonine, ce qui fait que l'œstrogène va aussi nous donner ce sentiment de bien-être grâce à l'action de la sérotonine. La sérotonine, c'est un bien-être plutôt constant, le bien-être qu'on ressent quand on a fait des activités qui nous remplissent. Ce n'est pas un bien-être d'excitation tel que pourrait le faire la dopamine, hein. Donc là, on est sur vraiment le sentiment de quiétude, de sérénité, de bien-être. Donc c'est important d'avoir des bons niveaux d'œstrogène pour cela. Et ils améliorent la plasticité neurale. Ça veut dire que nos neurones ont la capacité de s'adapter pour faire des nouveaux circuits s'il faut faire face, voilà, à des nouvelles problématiques, des nouvelles réflexions. Là, on est vraiment au niveau du système cognitif, hein, de notre capacité à réfléchir, de notre capacité à nous adapter à des nouvelles situations par la réflexion intellectuelle. Et donc, voilà, les œstrogènes améliorent cette plasticité. Enfin, les œstrogènes ralentissent le vieillissement du cerveau et inhibent la dégradation de l'acétylcholine, qui est un autre neuromédiateur important, et notamment dont on s'intéresse quand on veut protéger de la maladie d'Alzheimer. Bah, c'est pour dire qu'en fait, les œstrogènes vont aussi avoir une action sur cette acétylcholine très importante pour la mémorisation, pour, voilà, pour se sentir bien dans toutes les fonctions cognitives, hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, voilà, encore une fois, il faut veiller à avoir un bon niveau d'œstrogène et tous les conseils que je vais vous donner, voilà, visent à ça,
à ce que les glandes produisent dans leur optimum cette hormone notamment, enfin ces hormones notamment que sont ce groupe d'œstrogènes pour que toutes nos fonctions cognitives et de bien-être puissent bien se passer. Voilà, si ça peut vous motiver. Alors, autre grande hormone de la femme, la progestérone. Alors elle va surtout être impliquée, au moment de la procréation, c'est-à-dire qu'une fois que l'ovule, voilà, c'est plutôt dans la deuxième partie du cycle menstruel, hein. Une fois que l'ovule est fécondé, elle va aider à maintenir, à préparer vraiment le corps à la gestation, au fait d'accueillir un embryon et elle est produite de façon très, très importante pendant la grossesse. Cette hormone, elle a vraiment un impact sur l'humeur et le sommeil. Heu, Elle va avoir un impact sur l'humeur. C'est pour ça que dans la deuxième partie du cycle où elle a un pic, on l'a vu là dans le premier module, en fait, elle va nous rendre beaucoup plus sensibles. C'est pour une espèce d'hypersensibilité accrue par la progestérone. C'est aussi pour ça que les femmes enceintes souvent sont plus sensibles, sont beaucoup hypersensibles, peuvent plus facilement pleurer, pour, quelque chose qui les touche et cetera. C'est l'action de la progestérone et la progestérone, elle a plutôt un effet aussi sédatif et voire, d'amélioration du sommeil. Donc là aussi, c'est important d'avoir des bons niveaux de progestérone pour assurer tout ce bien-être-là de l'humeur et du sommeil. Elle a une action aussi sur la densité osseuse, elle a une action sur la régulation de l'eau et des électrolytes dans le corps. C'est pour ça que quand on va en manquer, on va avoir des phénomènes de rétention d'eau et elle a aussi une action sur la santé cardiovasculaire. Donc, les déficits en progestérone, hein, c'est souvent ce qui va causer, enfin, ce qui va nous, voilà, rapidement les différents facteurs de déficit en progestérone. On a la génétique, l'âge, le stress, l'alcool, le café, le tabac, l'obésité, les perturbateurs endocriniens ou les médicaments, mais on y reviendra. Voilà, la progestérone, c'est aussi appelé l'hormone du sommeil. Elle prévient l'anxiété et les sautes d'humeur. Alors, les sautes d'humeur, alors peut-être que la progestérone nous rend plus sensibles, mais du coup nous rend aussi plus réceptives aux messages que voilà, la vie peut nous apporter. Mais par contre, c'est une réceptivité qui va être assez égale. Elle va nous préserver plutôt des sautes d'humeur où on sent qu'on est dans une espèce de montagne russe. Un jour je suis bien, un jour je suis pas bien. Et elle prévient l'anxiété aussi. Et l'irritabilité, du trop-plein d'œstrogènes, voilà, qu'on peut rencontrer en prémenstruel. Voilà, pour vous dresser, rapidement le tableau pour la progestérone et enfin, dernière grande hormone sexuelle, heu, qui est aussi produite dans le corps des femmes, hein, pas l'exclusivité des hommes, qui est la testostérone. Elle va agir sur, la libido. Chez la femme, il y a un petit pic de testostérone juste avant, l'ovulation qui même au moment de l'ovulation, qui va donc, augmenter la libido à ce moment-là. Elle agit sur les organes sexuels, sur la pilosité, sur la densité osseuse également, sur la musculature pour, aider au développement de la musculature, sur la qualité de la peau, sur les fonctions cognitives aussi, mais plus sous l'angle la motivation. C'est-à-dire que là, elle va plutôt agir sur la dopamine et le phénomène de motivation. Voilà. Voilà pour vous tracer, voilà les 3 grandes, hormones sexuelles qui nous intéressent. Et donc, c'est quoi le bon équilibre, interne pour une femme dans son corps pour qu'elle se sente vraiment en harmonie avec des hormones qui fonctionnent bien? Alors là, je vous ai mis sur cette diapo à droite, un livre qui est sorti, assez récemment, qui est vraiment très, très intéressant sur les hormones. Moi, je m'y réfère notamment pour, les tests dont je vais vous parler, qui a été fait par le docteur Vincent Renaud, qui est aujourd'hui un médecin, médecin généraliste et nutritionniste qui a vraiment, poussé les recherches sur les hormones, ce qui n'est pas le cas, enfin, on ne trouve pas beaucoup de médecins qui soient aussi, qui ait fait ses recherches et qui soit aussi pédagogue avec le grand public sur ces questions-là. Donc ce bouquin-là est très pédagogue et il s'est associé à une diététicienne pour, voilà, dans une première partie,
exposer ce que sont les hormones et dans une deuxième partie, donner des conseils nutritionnels, pour maintenir les bons niveaux d'hormones. Donc c'est vraiment une référence pour moi aujourd'hui et aussi pour tester, ces niveaux. Donc quel est le bon équilibre? Puisqu'en fait, quand on n'a pas le bon équilibre, on se gâche la vie. On se gâche la vie, 1 parce qu'on ne se sent pas bien, puis jusqu'à atteindre, certaines, pathologies. Mais dans le «on se sent pas bien», c'est, ressentir trop de stress, avoir du SP, syndrome prémenstruel, être en surpoids, avoir de l'acné, une libido qui fluctue, pas de fertilité et cetera. Donc ce qui va surtout nous intéresser chez une femme, ça va être l'équilibre entre les œstrogènes et la progestérone, ce qu'on appelle l'équilibre œstroprogestatif. Parce que quand on a dans ces référentiels entre les œstrogènes et les progestérones, une hyperœstrogénie relative, c'est-à-dire que quand les œstrogènes deviennent, par rapport au taux habituel, trop importants, c'est là qu'on va avoir des problèmes. Alors c'est relatif, ça veut dire que soit ça veut dire qu'on a une augmentation des œstrogènes, soit ça veut dire qu'on a une baisse des progestérones. Donc c'est vraiment cet équilibre-là qui va nous intéresser le plus et qui va être intéressant de caractériser pour savoir, quelle est, la problématique, heu, d'une femme. Donc s'il y a une hyperœstrogénie relative, en général, ce qu'on trouve, c'est des cycles raccourcis, des syndromes prémenstruels, des kystes, des règles abondantes, de l'acné, voire de l'endométriose, des problèmes de fertilité ou de grossesse. Voilà, aujourd'hui, je pense que dans les 3 quarts des pathologies des femmes, en tout cas des consultations, gynéco sur des problèmes hormonaux, on est sur un tableau d'hyperœstrogénie, mais qui est pas nécessairement qu'il y ait trop de production d'œstrogènes. C'est là où on va entrer la nuance. Ça peut être qu'il y a pas de production de progestérone, pas assez, pour les raisons que je vous ai données un petit peu avant, ou pour celles que je vais vous expliquer plus tard, ou alors que, les œstrogènes ne s'évacuent pas bien. C'est-à-dire qu'il y a production d'œstrogènes, correcte, normale, les ovaires font leur fonction, mais le foie, et on y reviendra, n'arrive plus à nettoyer, recycler les hormones une fois qu'elles ont été, utilisées dans le corps pour, leur fonction d'équilibrage, et de cycle féminin, par exemple. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut, voilà, pour les naturopathes, vraiment, ayez ça en tête. On n'en parle pas assez dans les cours de naturopathie, et pour les autres, bah, voilà, qui s'intéressent, à leur question d'hormones, c'est vraiment quelque chose à retenir. Par contre, il peut y avoir un tableau, ça existe, de trop de progestérone. Pas assez d'œstrogène et trop de progestérone. C'est assez rare, mais ça existe et en général, ça va donner des dépressions, en fait. Des dépressions dans la phase prémenstruelle principalement. Heu, voilà, j'ai un peu évoqué ce fameux syndrome prémenstruel parce que souvent dans le cycle, hein, c'est ce moment de la fin du cycle avant les règles que ces problèmes-là vont être amplifiés et vécus de façon importante par la femme. Et on a des femmes, qui vivent trop de progestérone en fin de cycle, mais encore une fois, c'est assez rare, mais on en a et qui peuvent même aller jusqu'à, une dépression très forte, voire jusqu'au suicide. Et ça s'appelle le trouble dysphorique prémenstruel. Voilà, c'est, quand, vraiment, tout se dérègle juste avant les règles, juste avant les menstruations. Et enfin, trop de testostérone chez la femme, c'est aussi un tableau qui existe. Et ça va donner typiquement le syndrome des ovaires polykystiques. Alors ce syndrome des ovaires polykystiques, bon, j'en dis 2 mots là, encore une fois parce que dans les écoles de naturopathie, on l'aborde très peu et pourtant c'est quelque chose qu'on rencontre de plus en plus en lien avec les problèmes de pilules. Soit de pilules qu'a pris la mère juste avant la grossesse, soit de pilules qu'a pris la jeune fille et à un moment donné, elle décide d'arrêter et elle se retrouve en syndrome des ovaires polykystiques. Donc c'est ce syndrome des ovaires polykystiques. Vous trouverez dans la littérature beaucoup de choses sur l'induction de ce syndrome à cause, de facteurs d'obésité et de résistance à l'insuline. Donc là, je rentre un peu dans la technique, mais en réalité, il peut être aussi dû, comme je l'ai dit, à tous tes problèmes d'hormones chimiques et notamment de pilules. Enfin, je parle de pilules, mais de contraception chimique, en fait.
et de perturbateurs endocriniens, on y reviendra. Donc voilà, ce SOPK malheureusement, de plus en plus dans mon cabinet, heu, je trouve que c'est une pathologie qui alors qu'est-ce que c'est le SOPK? C'est les ovaires polykystiques, c'est que les ovulations ne se font plus bien. Il y a plus assez d'œstrogène relativement à la testostérone et la testostérone est trop présente pour que le cycle ovulatoire se passe bien. Donc les ovules commencent à croître dans l'ovaire, mais ne vont pas jusqu'à l'évacuation, enfin la ponte ovulaire et du coup, restent dans l'ovaire et forment des kystes. Bon, rapidement. Voilà, pour les naturopathes que ça intéresse, je pourrais leur donner une fiche sur le syndrome des ovaires polykystiques. Ça me semble tellement important d'en parler aujourd'hui. Et savoir que voilà, il y a plusieurs causes. Et dans ces causes de trop de testostérone, il y en a une, c'est le stress. C'est-à-dire que le phénomène de trop de production de cortisol, là, qui est l'hormone du stress, fait que la testostérone va moins se transformer en progestérone. Parce qu'en fait, tout ça, c'est des hormones qui sont de la même famille. Bon, voilà, rapidement, techniquement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme analyse et test quand on suppose qu'on a un problème hormonal ou qu'on en ressent vraiment les effets ou qu'on a réellement une pathologie avérée? Bah, en fait, on va aller voilà, voir son médecin, hein, généraliste, son gynéco qui va nous prescrire un certain nombre de taux d'hormones, ce qui est très intéressant. Là, bah, par exemple, vous avez à droite sur cette diapo, la progestérone, la prolactine, les œstradiols qui sont, voilà, les principaux œstrogènes et les hormones FSH. On peut faire ça, c'est très intéressant, hein, vous avez les résultats. Sauf que le problème, c'est que pour les interpréter, sauf grosse pathologie majeure où il y a un gros dérèglement, mais pour les petits symptômes, enfin les symptômes qui sont déjà handicapants comme le SPM ou d'autres, choses, en fait, on ne va pas vraiment voir sur ces analyses, elles ne sont pas forcément probantes. Pourquoi? Parce que les glandes libèrent leurs hormones de manière pulsatile, c'est-à-dire qu'au cours de la journée, il est connu que l'hypothalamus, par exemple pour la FSH, c'est pas une libération dans le sang continue, c'est par pic à fréquence régulière, toutes les 40 minutes, il me semble, ou quelque chose comme ça, ou peut-être moins. Heu, donc du coup, en fonction du moment de la prise de sang, ben, est-ce qu'on est dans le pic ou pas? Donc déjà, on a cette variabilité-là. Donc évidemment, comme l'hypothalamus, après, lui, il va commander toute la production des autres hormones. Les autres hormones aussi, elles se produisent de manière pulsatile, comme je l'ai dit, par effet. Voilà. On a aussi une variabilité temporelle en fonction du cycle. Or, les femmes, bon, bah, elles ont tout un cycle différent. 28 jours, c'est vraiment une moyenne, enfin, quand on est encore cyclique. Euh, et en plus, ce cycle peut être modifié par des fois l'hygiène de vie, un événement, un choc psychologique. Le cycle se rallonge, le cycle se raccourcit. Donc, il est difficile de savoir exactement à quel moment pile on est de notre cycle, sauf à le suivre en symptothermie. Donc là, du coup, on va aussi avoir cette variabilité temporelle et aussi il y a une grosse variabilité entre les femmes et pour une femme au cours de sa vie. Pour vous raconter par exemple une petite anecdote, moi-même, sur une hormone féminine qui est, l'hormone de la grossesse, hein, bêta-HCG, pour ma première grossesse, on m'a testé cette hormone pour savoir si j'étais dans les personnes, population à risque pour la trisomie 21. Il se trouve que j'étais toute jeune quand j'ai fait cette grossesse et donc ce test et en fait, mes taux de bêta-HCG étaient juste incroyablement hauts par rapport aux moyennes que l'hôpital avait. Parce que l'hôpital avait l'habitude de faire ces taux d'hormones sur des femmes de la quarantaine qui ont vraiment des risques de trisomie. Donc moi, j'ai explosé tous les scores parce que j'étais jeune. Voilà. Et pour autant, si j'avais une grossesse maintenant, il est probable que mes taux de bêta-HCG soient plutôt dans les normes des taux de bêta-HCG d'une femme de 40 ans. Donc voilà, au cours de la vie, les taux d'hormones fluctuent, il y a une variabilité entre les femmes. Donc vous allez voir quand vous regardez vos tests d'hormones, ou pour les naturopathes, quand vous regardez les tests d'hormones de vos consultantes, il y a des écarts probables assez importants sur les résultats de labo. Alors, heu
et pour certains, voilà, voilà, c'est tout relatif. Alors là, j'ai mis pour l'hypophyse, mais c'est aussi pour la thyroïde, hein, c'est tout relatif. Des fois, on a beau avoir un taux de TSH et un taux de T3, T4 qui sont valables, en fait, on peut avoir des signes cliniques d'hypothyroïdie. Parce que c'est pas forcément ces taux-là qui vont induire l'hypothyroïdie. Il y a tout un tas, parce qu'il y a ce que le corps va fabriquer, mais il y a aussi ce que les cellules sont capables de recevoir comme information dans le corps. Bon, donc tout ça est très complexe, en fait, pour vous dire, et que moi, je trouve qu'il est toujours intéressant, évidemment, quand on a des problèmes hormonaux, de faire ces tests, mais de les doubler de tests, qu'on dit cliniques, c'est-à-dire des interrogations sur ce que ressent réellement la femme. Et donc dans l'ouvrage là dont je vous parlais, précédemment, «Hormones, arrêtez de vous gâcher la vie», le docteur Vincent Renaud a mis au point tout un tas de questionnaires, justement pour savoir où on en est. Et moi je vous donne avec ce module le questionnaire que moi j'utilise pour ma pratique de naturopathe. Vous l'avez eu joint au mail que je vous ai envoyé, avec le lien de cette vidéo. Donc ça, c'est vraiment important pour caractériser. Ça donne des faisceaux d'indices, voilà, et je trouve qu'il est nécessaire, en parallèle, de faire de vérifier les carences, notamment en iode, puisque l'iode, en fait, c'est un minéral qui est indispensable pour le fonctionnement de la thyroïde, enfin, pour la production des hormones thyroïdiennes. Donc mesurer l'iode est important, la vitamine D, et cetera, et cetera. Voilà ce que je recommande, et je propose aussi une liste des des choses à vérifier quand on sent qu'on a des problèmes hormonaux. Parce que aussi souvent, si on a un problème d'hormones féminines, il faut aller chercher derrière les causes qui peuvent venir, comme je l'ai un petit peu évoqué sur la testostérone et la progestérone, qui peuvent venir d'un dysfonctionnement d'une autre hormone que simplement d'une autre glande que simplement les ovaires. Bon, souvenez-vous de l'ensemble des glandes du système hormonal. Si vous avez besoin d'un rappel, regardez le module numéro 1. Mais s'il y a un problème au niveau des surrénales, les répercussions peuvent se faire sentir sur les hormones féminines. S'il y a un problème avec la thyroïde, de même. On a montré une corrélation, par exemple, entre une hypothyroïdie et parfois un problème d'hypofonctionnement des ovaires. Donc, il est bon, quand on fait un bilan hormonal, de tester tout, tout, de voir tout l'équilibre du système hormonal dans son ensemble. Voilà ce que je voulais vous dire sur les analyses et les tests. Et maintenant, je vais vous présenter le livret que je vous ai, donc concocté avec ce module. Alors d'abord petit aparté pour vous dire que voilà, tous ces livrets-là, les précédents, ceux sur les seins, ceux sur, les déesses et celui-là, en fait, donc moi j'ai produit le fond. J'ai été un petit peu assistée par une stagiaire, qui s'appelle Laura, et elle, par contre, elle a assuré vraiment toute la mise en page de ces livrets. Donc là, je voulais, au passage, vraiment la remercier parce qu'elle a fait un travail de qualité, je trouve. Alors, du coup, chaque livret a un peu sa personnalité. Ben voilà, on n'est pas dans un truc, avec, une charte graphique très très définie encore, mais en tout cas, je trouve qu'elle a fait un travail remarquable pour que ces livrets soient, voilà, agréables à voir, faciles à lire, et cetera. Et puis, par contre, le fond, c'est bien moi qui l'ai rédigé, et je peux juste, voilà, des fois, avec l'aide aussi un peu de Laura, qui m'a donné quelques éléments de fond, et la relecture de ma mère pour les fautes d'orthographe. Voilà, un spécial merci à toutes. Alors, ce livret, je l'ai appelé «Vivez au rythme de vos hormones». Donc parce que, là, je viens de vous parler, hein, à propos des tests, de cette question de la pulsatilité des hormones, enfin de leur production dans le corps. Heu, on a parlé du cycle féminin qui est un rythme en soi, mais vous allez voir qu'il y a tout un tas d'autres rythmes, en fait, qui nous impactent, qui font qu'on vit, enfin notre nature fait qu'on vit avec plein de rythmes, et que le plus important, c'est d'être, en phase avec ces rythmes, pour moi.
C'est-à-dire de bien les connaître, de les respecter, d'être dans une attention, d'être dans une physiologie naturelle vis-à-vis de ces rythmes et cetera. Ça, bon, ça fait l'objet de tout un chapitre, mais en tout cas, j'avais envie de le mettre dans le titre de ce livret. Donc, dans ce livret, qu'est-ce qu'on trouve? J'aborde les sujets des perturbateurs endocriniens, gros, gros dossier actuel. Quand on veut, conserver ses rythmes hormonaux, enfin ses équilibres hormonaux, voilà, on doit faire attention aux perturbateurs endocriniens. C'est un problème de santé majeur. On va aborder aussi les autres facteurs d'épuisement du système hormonal. Donc voilà, quand on veut avoir un système en bon état, il faut connaître les facteurs d'épuisement et s'en prémunir. Parce que malheureusement, dans notre mode de vie contemporain, il y en a trop. Les fameux rythmes naturels, un chapitre dessus, l'alimentation, comment se nourrir pour justement assurer un bon niveau d'œstrogène, un bon niveau de progestérone. Les glandes, elles ont besoin d'un certain nombre de nutriments. Voilà, c'est ce qu'on aborde dans ce chapitre. Elles ont besoin aussi qu'on fasse régulièrement des cures de détoxination, j'ai mis là juste dit cure détox, hein, pour éliminer notamment les hormones usagées, entre guillemets, celles qui ont eu leur utilité mais qui ne sont plus utiles, et c'est important aussi. Des exercices spécifiquement ciblés sur le système hormonal. Et la revitalisation, comment on mène une revitalisation du système hormonal, sachant que cette revitalisation, on peut l'envisager après une pathologie, mais on peut l'envisager après toutes les cures détox et régulièrement, hein. Pour les naturopathes, souvenez-vous, hein, de l'ordre des cures. On commence par préparer le corps, on fait une cure détox et ensuite on une cure de revitalisation, et c'est hyper important la revitalisation. Il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que et la revitalisation doit durer 2 fois le temps de la détoxination. Voilà, tout ça, ce sont les facteurs, du bien-être de notre système hormonal. On ne peut pas dire il y en a un plus important que l'autre, ils sont tous aussi importants les uns que les autres. Et il y en a certainement d'autres, hein. Moi, j'ai essayé de vous faire une synthèse pour que ça tienne dans cette formation, Naturo-Féminité qui est déjà bien dense. Mais voilà, j'ai choisi, j'ai fait ma propre synthèse. Heu, vous ferez peut-être d'autres, voilà, d'autres compléments après. Voilà, donc d'abord, limiter l'impact des perturbateurs endocriniens. Alors, c'est quoi un perturbateur endocrinien? En fait, c'est, justement, toute toute molécule, heu, extérieure, enfin toute substance extérieure, hein, au corps, qui vient rentrer en contact avec le corps par la peau, parce qu'il est ingéré, parce qu'il est inhalé, parce qu'il est mis sur les cheveux aussi, enfin la peau, les cheveux, tout ce qu'on veut, les ongles, heu et qui va venir en fait, avoir un impact sur le système hormonal. Ce sont des substances qui vraiment, heu, modifient le fonctionnement du système hormonal, hein, c'est pour ça. Endocrinien et hormonal, c'est quasi, la même chose, hein. C'est vrai que parfois on parle du système hormonal, parfois on parle du système endocrinien. Endocrinien, ça vise vraiment, vraiment les hormones qui sont intérieures, qui circulent dans le sang. Hormonal, c'est un peu plus large. Mais donc, ces perturbateurs endocriniens vraiment interviennent parce que sur les cellules cibles des hormones, soit ils les imitent, donc la cellule pense recevoir le message d'une hormone interne de fonctionner de telle façon ou pas. Donc c'est vraiment certaines molécules ressemblent à des œstrogènes et imitent les œstrogènes, donc donnent la même information à la cellule que si un œstrogène passait dans le sang, produit en interne. Soit elle bloque ce fonctionnement. La pilule va bloquer le fonctionnement du système hormonal sur le cycle féminin. Soit la modifie, l'amplifie, la diminue, la dénature, enfin voilà. Il y a plusieurs modes d'action, hein, de ces perturbateurs endocriniens. Bon, il y a eu des grosses campagnes quand même. Maintenant, je pense que vous toutes, vous en avez entendu parler, hein, que vous soyez naturopathe ou pas. Hem, il y a eu des grosses campagnes notamment qui ont été faites autour de la grossesse.
parce que c'est vrai que c'est une période de vulnérabilité particulière, puisqu'en fait, on peut même avoir un impact on a un impact, hein, des perturbateurs endocriniens sur l'expression génétique. Puisqu'en fait, l'hormone, une fois qu'elle est dans la cellule, elle va avoir un impact sur l'expression génétique de l'ADN. Et donc un perturbateur endocrinien, de même, va avoir un impact sur l'expression génétique. Et évidemment, quand c'est autour de la grossesse, ça va devenir carrément, problématique. Là, le fœtus est particulièrement vulnérable puisque il est en plein, développement de ses organes, développement de ses tissus et donc si ceux-ci ont des mutations génétiques, bon, on va avoir des enfants qui peuvent avoir des gros problèmes de santé derrière, voire qui peuvent être infertiles eux-mêmes. Donc on parle beaucoup de ces perturbateurs endocriniens autour de la grossesse, pour les effets sur le fœtus notamment. On parle beaucoup des perturbateurs endocriniens chez les jeunes enfants. Il y a eu toute une campagne sur les biberons au bisphénol A, ce qui est très, très bien. Les jeunes enfants, effectivement, ils sont plus vulnérables aussi. Mais moi, j'ai tendance à dire qu'aujourd'hui, on est toutes vulnérables tout au long de notre vie. Parce que ça va nous causer, aussi des problèmes de fertilité pour beaucoup de femmes, ou même pour leurs compagnons. 2, ça va nous poser aussi des problèmes, bah, justement d'humeur, hein, comme je l'ai dit, c'est aussi tout notre fonctionnement, tout notre bien-être, toute notre cognition qui est en jeu, donc bah, on est forcément sensible aux perturbateurs endocriniens, on va peut-être avoir une moins bonne mémoire, on va peut-être avoir plus de SPM, on va peut-être aussi avoir des kystes, ou tous ces soucis de santé quand même qui nous empoisonnent la vie, au-delà d'une vulnérabilité, voilà, de pathologie ou avoir des pathologies. Évidemment, ça joue aussi à la préménopause, à la ménopause, autour de tous ces traitements hormonaux qui peuvent induire, des cancers du sein, et cetera, et cetera. Donc voilà, je brosse voilà, je veux là vous mettre en garde sur un problème de santé, majeur. Et donc vous trouverez dans le livret, où on les trouve. Donc je vous ai mis, simplement cette photo de l'Institut, national du cancer qui me semblait, cette image, voilà, qu'a trouvée d'ailleurs Laura, qui me semblait très explicite sur où on les trouve dans notre environnement, dans notre habitat, dans notre environnement proche. Sachant qu'on en a aussi dans l'eau, sachant qu'on en a aussi dans l'air qu'on respire, hein, la pollution des voitures, produit des perturbateurs endocriniens. Donc voilà, dans notre environnement proche, bah, vous avez tout ce qui sont les phtalates, hein, en lien avec les plastiques, les jouets en plastique, les ustensiles de cuisine, les contenants alimentaires, les vernis à ongles, les bouteilles en plastique. Les PFOA et les PFOS, donc là, on va les retrouver dans les cosmétiques, dans les textiles imperméables. Oui, attention, les textiles, de bien les sont imbibés de perturbateurs endocriniens, les poêles antiadhésives, la peinture. Vous avez les parabènes et les phénoxéthanol, pardon. Donc les parabènes, je vous mets au défi, de lire toutes les étiquettes que vous avez dans votre salle de bain ou de votre salle de bain notamment, toutes les étiquettes de maquillage, de crème pour la peau, et de ne trouver aucun parabène dedans. Voilà, défi de la semaine. Je pense que non, je pense qu'on a toutes au moins un produit où il y a du parabène. Enfin, en tout cas, sauf celles qui ont fait vraiment la grosse réforme. Alors sachez que les parabènes ont une vraie action sur le système hormonal et sur l'expression génétique en lien avec l'action du système hormonal. Donc voilà, là vous avez quelques exemples dans les cosmétiques, dans les médicaments, dans les lingettes de toilette. Ensuite, on a la famille des alkyphénols, qu'on va retrouver aussi dans les cosmétiques, les emballages plastiques, les détergents, les lessives, hein, gros pourvoyeurs de perturbateurs. Les pesticides, bon, dans l'alimentation non bio, non traitée, enfin traitée, et puis dans les propres insecticides qu'on utilise soi-même dans son jardin. Les formaldéhydes, ça va surtout être au cours de l'aménagement qu'on va en trouver. Donc si on vient de faire des travaux de peinture, si on a mis des meubles avec du bois aggloméré et cetera,
Il est hyper important d'aérer sa maison régulièrement pour éviter d'être dans ce bain de perturbateurs et les bisphénols, hein, on en a un petit peu parlé sur les biberons, mais on les retrouve aussi, dans les pots de yaourt, dans les boîtes de conserve, dans les canettes, dans les lentilles contact. Tiens, ça je découvre aussi, les films alimentaires, les plastiques. Donc voilà, donc ce que vous allez trouver dans le livret, c'est comment en cuisine, dans la salle de bain, pour l'entretien du logement, pour l'aménagement et l'ameublement, les points de vigilance pour enlever tous les perturbateurs endocriniens de votre environnement. Voilà, c'est assez didactique, je ne vais pas rentrer dans les détails. Par exemple, en cuisine, bah, c'est d'arrêter d'utiliser des poêles téflon, Tefal, machin, qui sont, pleines de sauf à avoir un revêtement nickel chrome, mais enfin, dès qu'on en fait un usage, au bout de quelques mois, il y a des rayures, il y a des machins. Tout ça, ça émet des substances dans les aliments qu'on va ensuite ingérer, qui sont pleines de perturbateurs. Pareil, les Tupperware, les ustensiles de cuisine en plastique, et cetera. J'en passe et des meilleurs. Donc voilà, vous avez tout un listing de faire. Là, vous faites la checklist, vous finissez les produits que vous avez chez vous et vous remplacez ça par vraiment des produits qui sont, voilà, vous changez votre batterie de cuisine et petit à petit, alors il s'agit peut-être pas de faire ça tout à coup ou tout d'un coup là, réforme du jour au lendemain, on fait tout, mais au moins, au moment du remplacement, progressivement avoir cette vigilance. Et enlever effectivement, bon par contre remplacer effectivement les poêles anti-adhésifs, ça paraît être la première étape la plus importante et de ne pas utiliser des bouteilles en plastique. Pareil pour les enfants, les jouets en plastique, attention, attention. Alors voilà, bah du coup, ce que j'aime bien dire sur les perturbateurs endocriniens, c'est comme des fake news, hein. Des fake news qui rentrent dans le corps en permanence, puisqu'en fait l'hormone, c'est un messager d'information, hein, vous l'avez compris, qui vient informer la cellule de faire telle ou telle action. Bah là, vous avez en permanence des fake news qui rentrent dans le système, alors qui viennent perturber le système hormonal lui-même, puisqu'en fait, du coup, vous vous souvenez par le phénomène des feedbacks, ben, celui-ci va se dire: «Bah, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai produit plus d'œstrogène et pourtant le cycle est fini et qu'est-ce qui se passe?» Enfin, il va y avoir, rien qu'au niveau du système lui-même, un problème de régulation. Mais après, il va y avoir aussi un problème d'exécution au niveau, de ces fake news, dans toutes les cellules du corps. Vous voyez l'anarchie? C'est-à-dire que c'est un peu comme nous quand on ouvre les réseaux sociaux, heu, en temps de pandémie et qu'on essaye de s'ouvrir à tous les messages qui passent partout de différents styles, officiels, pas officiels, machin truc, chouette. Et ben, au bout d'un moment, on est perdu. On ne sait plus à quel sens vouer, on ne sait plus quel est notre système de croyance et ça nous, épuise. Bah, le système hormonal, c'est un peu pareil avec les perturbateurs endocriniens. C'est déjà un 1er facteur d'épuisement. C'est pour ça que j'en parle là. Et là, je vais vous proposer, voilà, d'être aussi vigilante sur les autres facteurs d'épuisement. Ce système hormonal, en fait, au quotidien, il a vraiment cette intelligence merveilleuse de maintenir notre corps dans un état de survie, de survie maximum, de vie en fait, pas de survie, de vie. C'est un grand système de régulation du corps pour notre vie. Eh bien, en fait, au bout d'un moment, si on vient tout le temps le solliciter pour se suradapter, alors c'est bien un peu d'être stimulé, de s'adapter à des choses et on peut même, développer son adaptation dans une certaine mesure. Mais si on se suradapte en permanence à des choses qui viennent nous épuiser, et ben, au bout d'un moment, le système hormonal, il ne pourra plus faire face. Je ne sais pas si vous avez, remarqué dans votre entourage, heu, le nombre de femmes qui sont en hypothyroïdie, c'est aussi là en exponentiel. Pourquoi? Parce que la thyroïde, en fait, c'est une hormone qui globalement augmente le niveau du métabolisme de toutes les cellules, hein. Vous arrivez dans un pays froid, il faut que tout le monde produise plus de chaleur pour s'adapter. Hop, la thyroïde, elle se met en route pour augmenter le niveau du métabolisme. Elle se met en route, voilà, aussi quand on sait qu'il faut qu'on soit un peu en sur-régime, parce qu'on a beaucoup d'activités. Or, comme les femmes sont en général, globalement, en surmenage en permanence, parce qu'elles veulent être des Wonder Woman de toutes leurs déesses, mais aussi de toutes les attentes de la société.
sans phase de repos, bah, la thyroïde, au bout d'un moment, elle n'arrive plus à suivre, quoi, et on a cette espèce d'effondrement. Alors des fois, on a surstimulation, des fois, on a des variations, hypo, hyper, hypo, hyper, et puis à un moment donné, de la même façon, dans le livret, je vous ai parlé aussi de ces fameux burn-out, qui sont sûrement un effondrement de la thyroïde un peu, mais qui sont aussi l'effondrement des surrénales, qui elles sont, voilà, c'est les hormones d'adaptation au stress. Donc voilà, à force de solliciter ce système d'adaptation qu'est le système hormonal, sans relâche, il peut s'épuiser. Donc attention à ces facteurs. Alors, dans les facteurs, je vous ai mis l'hérédité, parce que c'est vrai qu'on peut avoir une prédisposition si dans les générations de nos parents, déjà il y a eu des facteurs d'épuisement, on hérite de ces prédispositions. Donc attention à celles qui sont des familles de diabétiques, d'hypothyroïdie, de problèmes hormonodépendants, de cancer, etc. Vous avez ces prédispositions, donc vous devez être encore plus vigilante. Voilà, petit, petit rappel. Alors, dans ce qui peut épuiser le système hormonal, il y a certaines habitudes alimentaires qui l'épuisent. Et vous voyez bien qu'en plus, en parlant d'habitudes alimentaires, ça veut dire que c'est des choses qu'on peut faire 3 fois par jour, 30 jours par mois. Donc, c'est quelque chose qui est très, très répété. Alors, vous lirez le livre, j'ai mis un certain nombre de choses. Bon, ça paraît être des choses de bon sens, mais ce sur quoi je veux surtout attirer votre attention là, tout de suite, dans ce dans cette vidéo, c'est le sucre. Malheureusement, les industriels, les industries agroalimentaires ont vraiment, développé beaucoup de produits ont vraiment développé la consommation du sucre par, la pu incité par le marketing et aussi par la composition des produits qu'ils nous proposent. Parce qu'ils ont remarqué que quand on mettait un certain taux de sucre dans les aliments, et ben, en fait, ça les rend encore plus appétants. Notre cerveau, il aime bien notre cerveau, nos papilles, et cetera, il aime bien ce niveau de sucre. Et donc ils se sont entraînés, enfin, ils se sont forts de cette connaissance, ils ont mis dans tous les produits beaucoup de sucre pour que nous en soyons plus appétants. Ce qui fait que voilà, et en plus, bon, bah, la consommation de soda, de gâteaux, de chocolat, c'est vraiment démocratisé. Sachez qu'aujourd'hui, un enfant de de 7 ans a mangé plus de sucre dans sa vie que son arrière-grand-mère, pour vous dire comment on est passé dans une société du sucre. Or ce sucre, qu'est-ce qu'il a pourquoi il épuise le système hormonal? Bah, parce qu'en fait, en permanence, il fait faire des yo-yo de taux de sucre du sang, la glycémie, et que le pancréas, il est obligé en permanence de réguler ce taux par, la production d'insuline, et cetera. Bah, ça finit par épuiser le pancréas et ça finit aussi par épuiser les cellules qui sont obligées d'absorber ce sucre, et malheureusement, ce qu'on a mis dans la tête des femmes, c'était que c'était le gras qui les faisait grossir. D'ailleurs, c'était une stratégie, agroalimentaire, ça a été une stratégie industrielle, hein, ce que je vous dis. Clairement prise, hein, il suffit de voir le film, Sugarland, qui est très bien, le documentaire Sugarland. Donc voilà, la stratégie, ça a été de dire: «C'est le gras qu'il faut grossir, mais pas le sucre». Donc en fait, beaucoup de gens se sont détournés du gras, ce qui est dommage parce que le gras est vraiment nécessaire pour manger trop de sucre. Voilà, et ça induit, l'obésité qui est galopante actuelle, et voilà, ça fait partie des habitudes alimentaires qui épuisent le système hormonal. Bien sûr, ce qui va épuiser aussi notre, système hormonal, c'est le stress psychique ou social, hein, tous les facteurs de toutes les conditions de vie qui sont stressantes. Bon, en ce moment, on en vit, une grande avec cette pandémie, donc il est vraiment important, pour nous les femmes, ou pour les hommes aussi, de faire régulièrement le point sur ce qui nous stresse et de pas laisser s'enquister une situation. Parce qu'au bout d'un moment, bah, notre système qui peut s'adapter à un stress, hein, qui est là pour ça, hein, en fait, voilà, le danger arrive, hop,
nos surrénales, notre système nerveux, notre système hormonal se mobilisent pour faire face au danger, ce qui est salvateur. Mais au bout d'un moment, si le danger il est en permanence, le système il saura plus faire. Donc il faut vraiment se ménager des fenêtres de repos de ce stress et de comprendre que on ne peut pas vivre en permanence avec quelque chose qui nous, fait peur ou qui nous angoisse ou qui nous tire vers le bas ou qui nous met en vigilance permanente. Voilà. Donc voilà, être attentif, voilà, aux facteurs, de stress. Ce qui va aussi épuiser notre système hormonal, un grand phénomène contemporain, et je le dis alors que vous regardez ma vidéo derrière votre écran, ce sont les lumières bleues, la lumière bleue des écrans. Donc voilà, nos écrans sont particulièrement pourvoyeurs de lumière, bon, de lumière bleue entre autres, qui est toute proche de nos yeux. Et cette lumière bleue, elle vient en permanence donner des informations au cerveau. Et notamment, c'est une lumière qui est pas très bonne pour la pinéale, la glande pinéale, hein, qui est vraiment une des glandes, là-haut, qui est celle qui va régler tous nos rythmes hormonaux. Et donc du coup, le fait d'être tout en permanence devant ces écrans épuise la pinéale qui se suradapte à cette lumière et qui du coup, notamment quand on regarde des écrans en plus le soir, ne va pas comprendre que c'est le soir et du coup va avoir un fonctionnement, bah, comme si c'était, on était en pleine journée et donc décaler, l'endormissement, altérer la qualité du sommeil. Voilà, c'est gros sujet aussi, hein, et les ondes électromagnétiques, avec un S, vous pouvez corriger le diaporama. Heu, Ces ondes, bah, c'est la Wi-Fi, le téléphone, Linky, la 4G, la 5G maintenant, et cetera, et cetera. D'ailleurs, on a montré que la 5G avait aussi un effet assez important sur la pinéale. Sachez que notre pinéale, quand elle vibre bien, bah, ça nous permet de capter des intuitions. Ben, juste si vous avez tout le temps des écrans bleus, la 5G, votre pinéale, elle ne sait plus comment capter quoi que ce soit. Des messages plus voilà, qui peuvent venir, plus de l'univers ou des intuitions supérieures. Donc voilà, donc c'est pour vous dire que voilà, vous lirez le chapitre sur les ondes électromagnétiques, c'est pareil. Tout ça, ça épuise au bout d'un moment. Vous imaginez notre système hormonal, enfin tout notre corps, après c'est vrai que là je fais le focus sur le système hormonal, mais en réalité c'est toutes les cellules de notre corps qui en pâtissent. Mais notre système hormonal qui normalement est le système d'adaptation avec le système nerveux, bah lui il a en permanence des fake news à gérer, des habitudes alimentaires, ou trop de sucre, du café, des toxiques, des excitants et cetera. Un stress psychique ou social, la lumière bleue des écrans et les ondes électromagnétiques parce qu'en fait, on n'a pas du tout le réflexe d'éteindre son téléphone, d'arrêter la Wi-Fi, ils nous ont mis des Linky qui ont des effets encore plus forts. On n'a pas du tout le réflexe d'éteindre tout ça pour dormir, ne serait-ce que pour dormir, encore, une fois je dis, ce qui est important, c'est de comprendre que le système hormonal, il peut à la limite encore s'adapter à un certain nombre de choses, mais il lui faut des vraies plages de repos de tout ça et ne serait-ce que la nuit. Et donc la nuit, bah, si le soir on a pris un petit déjeuner hyper sucré, hyper lourd, hyper copieux, un déjeuner pardon, et qu'on a regardé, les écrans jusqu'à pas d'heure et qu'on n'a pas éteint sa Wi-Fi, qu'on a mis son téléphone juste à côté de son lit et que ceci et que cela, bah, au bout d'un moment, on fatigue le système hormonal. Voilà, c'est ce grand message que je veux vous dire. Notre mode de vie actuel, on n'a pas été éduqué, mais il faut se prémunir de tout ça. Au moins la nuit et aussi après on va voir d'autres facteurs de revitalisation qu'il est important d'adopter régulièrement. Alors, dans dans le facteur d'épuisement, évidemment, c'est de ne pas vivre avec un rythme, naturel. Alors là, on va prendre maintenant les choses en positive. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que notre système hormonal se sente bien et qu'on vive en harmonie avec nos hormones? Alors, en fait, le système hormonal, il aime que nous vivions en harmonie avec les rythmes naturels.
Je vous ai un petit peu parlé donc de la pinéale qui est le grand chef d'orchestre, hein, du système hormonal. J'aime bien dire chef d'orchestre parce que c'est elle qui donne le tempo à tout le monde. C'est elle qui donne le tempo, par exemple, au moment de la puberté. C'est elle qui va donner le tempo au moment de la ménopause pour les femmes. C'est elle qui donne le tempo, je me réveille le matin, je m'endors le soir. C'est elle qui voilà, c'est notre grande, chef d'orchestre, heu, de tout le système hormonal et de tout notre fonctionnement corporel, hein. Vous avez certainement entendu parler de la mélatonine, donc c'est la pinéale qui produit la mélatonine le soir pour que nous nous endormions. Voilà. Donc, il va être hyper important du coup, de vivre avec les rythmes naturels. Parce qu'en fait, notre système hormonal, il s'est calé, hein, sur les rythmes, naturels. Le jour, la nuit, enfin, vous verrez dans le livret, c'est très poétique, la petite introduction. Heu, le jour, la nuit, les marées, la lune, les saisons, tout ça, ce sont des rythmes naturels qu'on a un petit peu oubliés dans notre mode de vie contemporain. On a l'impression qu'il faut qu'on soit linéaire, toute l'année, tout le temps pareil, et que bon, bah, si on décale nos horaires de sommeil, c'est pas grave. Si on décale les horaires, voilà, cette idée de faire, des horaires, d'hiver, d'été et cetera, où on est décalé de 2 heures avec le soleil, enfin moi je trouve ça aberrant d'un point de vue physiologique naturel. Donc voilà, donc essayer de revenir à un rythme au moins un peu plus calé sur les rythmes naturels. Ça veut dire déjà, bah, de se caler sur les rythmes de la journée et le système hormonal, ce qu'il va aimer, c'est que les choses soient assez régulières. Il va aimer anticiper, enfin pas anticiper, mais que ça revienne à peu près, qu'on ait des heures de coucher, qu'on ait des heures de réveil à peu près régulières. Ça, il aime bien parce que du coup, tous les mécanismes de régulation se calent avec ça. Des rythmes de repas à peu près réguliers. Bon, bah, si on n'a pas faim, on saute un repas, mais on essaye de prendre le suivant à la même heure et de pas, bon, grignoter à tout instant. Des rythmes c'est pareil, de sortir le matin pour informer, voilà, avec la lumière du jour que c'est le réveil. Éteindre les écrans le soir pour informer que la nuit va arriver et baisser les lumières. Voilà. Tout ça, c'est ce qui va caler le rythme de la journée et le système hormonal adore ça. Et quand je parle du système hormonal, c'est dans son ensemble, ça peut avoir des répercussions aussi sur la production des œstrogènes et de la progestérone, pas simplement de la mélatonine et de la sérotonine. OK? Après les autres rythmes sur lesquels il est bon de se caler, c'est, les saisons et notamment manger de saison. Parce que figurez-vous que les aliments sont porteurs d'informations aussi. Heu, ils portent l'information de la terre, de la saison qui les a vus fructifier et donc c'est intéressant aussi de manger les aliments de saison pour donner aussi cette information à l'intérieur de son corps, heu, et les nutriments qui sont nécessaires en relation avec la saison. Adapter son activité, en hiver, on a des acti on est plus calme qu'en été, comme la nature et ça, c'est un peu une aberration d'ailleurs que pour les enfants, ben, les congés d'été soient, justement, en été quoi, enfin les grandes vacances soient en été. Parce qu'en fait, en réalité, c'est là où ils pourraient avoir le plus d'activité et de la capacité à faire face au rythme soutenu qu'on demande aux enfants. Mais bon, ça on peut rien y changer, c'est des habitudes qui nous viennent de la saison ou de l'époque où ils venaient aider aux champs en fait. Bon. Mais moi je trouve ça pas plus mal, l'idée de raccourcir ces grandes vacances, d'été, voilà, pour donner un autre rythme à l'année scolaire, quoi. Important aussi de sortir pour que notre corps, justement, ait cette information de la saison dans lequel il vit, quoi. Heu, on doit être en symbiose, voilà, avec notre environnement, une forme de symbiose, même si l'environnement est très dénaturé. Prendre conscience de l'influence de la lune et des cycles sur les émotions, ça je reviens pas, c'est le 1er module. Et puis on peut aussi régulariser, enfin réguler le cycle menstruel avec la lumière de la lune. C'est-à-dire que si on a envie de se caler sur la lune, hein, rien n'empêche en plus si on a un Velux au-dessus de son lit, bah, de laisser le Velux, faire que notre lit est près d'une fenêtre, que la lumière de la lune, notamment de la pleine lune, vienne, voilà nous baigner de sa lumière, pour caler le cycle comme ça. Voilà. Très intéressant aussi pour celles qui ont perdu leur cycle.
Voilà, ces rythmes naturels. Donc vivez avec les rythmes naturels, hem, la naturopathie, c'est ça aussi, c'est dire, enfin, c'est du bon sens, mais enfin, ça peut paraître simple et bête, mais en fait, on en est tellement loin aussi aujourd'hui que c'est bon de le rappeler. Et la naturopathie, c'est ça, c'est dire il y a des grandes lois naturelles qui régissent notre corps, heu, essayons de les retrouver et de retrouver le et donnons toute notre capacité à notre corps de se re de sa propre intelligence, elle vient de là aussi. L'intelligence des hormones, imaginez quand même, c'est un système hyper, intelligent, hyper complexe, hyper génial, hyper intelligent. Enfin moi je suis une amoureuse de la vie quand je découvre à chaque fois les œstrogènes qui interviennent sur 300 tissus, les machins. Enfin imaginez la complexité, le nombre de cellules qui arrivent à communiquer entre elles, entre l'épiphyse, les ovaires, les seins, le et tout ça, mais qu'est-ce qu'on en fait? En fait, juste des fois, on oublie, de donner à notre corps juste les moyens de bien fonctionner, quoi, et on va contre nature, ce qui est quand même un peu dommage. Et dans ce contre nature, vraiment, il y a cette question aussi des rythmes naturels. Souvent, on pense que la naturopathie, c'est juste quelqu'un qui donne des conseils en alimentation, mais non, ou qui détoxe. Mais non, il y a aussi ça. Et les naturopathes, je vous invite vraiment à être attentive à ça. Quand vous donnez des consultations, quand vous conseillez, les gens, des fois de se recaler, pour des fatigues chroniques, hein, de reprendre l'habitude de sortir le matin ou de dépression, hein, de sortir le matin, de courir en fin d'après-midi, de ne pas faire de trop de sport le soir, et ça peut recaler, en fait, tout le corps, en fait, hein. Bien sûr avec les autres techniques, à côté. Et dans ces autres techniques, quand même, le naturopathe, il n'oublie pas l'alimentation. Et malheureusement, les aliments et les modes d'alimentation actuels sont source de carences. Moi, j'ai fait une première école très, très hygiéniste, hein. Je vous les gens je l'ai déjà dit à certaines d'entre vous, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, ici, mais en vidéo, je le répète. J'étais dans une école où on n'était pas du tout pro compléments alimentaires. Moi aussi, hein, j'aimerais bien m'en passer. Mais malheureusement, heu, les aliments qu'on mange sont pauvres en nutriments. Les habitudes de cuisine qu'on a, les dénaturent beaucoup. Si vous cuisinez trop cuit, cocotte minute, four, heu grillade, tout ça, ça cuit trop les nutriments, ils sont complètement dénaturés. Heu, Ne serait-ce qu'aussi, la conservation des aliments, leur transport et cetera. Voilà, de bout en bout de la chaîne, on part du champ jusqu'à l'assiette, on perd énormément de vitamines, de minéraux et cetera. Donc ça déjà, et ensuite, tout ce dont je vous parlais, la suradaptation du corps en permanence à des facteurs non naturels que sont les ondes, la pollution, les perturbateurs endocriniens, font que le corps utilise beaucoup plus aussi de vitamines et de minéraux. C'est les modes de vie actuels dont je parle là. Donc tout ça, c'est source de carence. Donc déjà, il faut être hyper vigilant d'avoir une alimentation qui apporte des bons niveaux de vitamines et de minéraux. J'ai pas tellement insisté dans ce chapitre sur les cuissons, mais voilà, revoyez le chapitre, je crois que j'en avais parlé dans le livret sur les seins. Mais voilà, ne cuisez pas trop vos aliments, cuisez-les faites des cuissons vapeur, c'est important aussi. Prenez des produits frais, locaux, bio pour pas qu'il y ait de perturbateurs endocriniens. Et évidemment, insistez sur les fruits et les légumes qui sont quand même, les plus gros pourvoyeurs de nutriments, intéressants. Là, je vous ai mis un petit focus sur le brocoli qui est hyper intéressant pour garder des taux d'œstrogène corrects. Parce que je ne vais pas rentrer dans toute la mécanique, des différents types d'œstrogènes et de ceux qui sont mauvais parce qu'ils peuvent induire plus de cancer, mais sachez que le brocoli a cette propriété, et tous les choux et les aliments soufrés sont intéressants aussi pour le bon fonctionnement du foie. Les fruits colorés aussi, je mets un zoom là-dessus, parce qu'on n'en mange pas assez. Les fruits auxquels on a accès, sont en général pas cueillis mûrs, donc pourvoyeurs d'acide. On est dans une zone où on n'a pas des fruits toute l'année, si on mange vraiment de saison, et donc il peut être intéressant quand même de faire un apport en fruits colorés en complément.
Voilà, en ce moment, je teste des compléments assez intéressants avec des fruits, concentrés qui ont été cueillis vraiment mûrs et cetera. Bon, ça, si ça vous intéresse, je peux vous faire aussi, pour les naturopathes, un petit zoom là-dessus. J'insiste aussi sur les acides gras. Voilà, comme je le disais, précédemment, nous les femmes, on a été un peu victimes des diktats des régimes, qui nous faisaient croire qu'il fallait qu'on mange light en gras et on se retrouve carencé. Or, sachez que nos œstrogènes, notre progestérone, notre testostérone, nos cortisols, qui sont quand même nécessaires, sont produits à partir du cholestérol. Et donc, il nous faut un minimum de cholestérol, d'oméga 3, d'huile et de poissons gras pour assurer un bon fonctionnement du système hormonal et du système nerveux aussi. Vous retrouverez toute la liste des aliments, hein, c'est important. Mais voilà, il n'est pas du tout sûr qu'il faille faire haro sur le cholestérol. Et même quand on a des mauvais taux de cholestérol dans le sang, ça peut venir peut-être d'une hypothyroïdie, peut-être d'un dysfonctionnement, peut-être de trop d'acide dans le corps, mais rarement mais rarement d'une mauvaise, enfin de trop de consommation de cholestérol et de bon cholestérol, on en a besoin. Ensuite, j'insiste sur les vitamines la vitamine D, les vitamines du groupe B, bon, vous lirez le livret, tout ça, je le détaille. Les minéraux, fer, calcium, magnésium, iode, zinc, chrome, tous ces minéraux sont nécessaires à la production des hormones. Les protéines en quantité suffisante, attention, attention, en ce moment, la mode du végétarianisme, la mode du véganisme, nous ne sommes pas tous égaux devant ces régimes et notre capacité à utiliser de façon suffisante les protéines des végétaux. Oui, dans la théorie, on peut trouver dans les végétaux tous les acides aminés principaux, enfin indispensables. Mais dans la réalité, on voit beaucoup de véganes ou de végétariens qui sont carencés et qui commencent à avoir des problèmes hormonaux. Soit parce que bah, voilà, leur capacité, leur microbiote est déréglé, leur capacité d'absorption par les intestins est insuffisante, ou leur capacité à utiliser voilà, ces protéines est insuffisante. Souvent, ça vient de l'intestin. Et enfin, des enzymes. Alors, c'est quoi les enzymes? Ben, en fait, les enzymes, c'est tout un tas de petits principes vitaux qui sont dans les aliments. Un aliment, c'est vivant, en fait, à l'origine. Et le plus on le mange encore vivant, le plus on en tire des enzymes et des bons nutriments. Et aussi de la vitalité. Donc, c'est quoi manger un aliment vivant? Bah, vous voyez votre carotte, évidemment, si vous la mangez crue, elle est encore vivante. Les cellules sont encore vivantes. C'est pareil, si vous mangez un poisson cru, il y a des chances pour que les cellules soient encore vivantes. Donc voilà, il y a comment manger le plus vivant possible et il y a des bon, bah, il y a l'alimentation hein, qu'on appelle l'alimentation vivante ou des fois qui a été aussi un peu appelée le crudivorisme, mais moi j'aime bien ce terme d'alimentation vivante parce qu'on fait le focus sur ça et c'est bien d'apporter dans son alimentation une bonne quantité d'aliments vivants. Alors sous quelle forme? Bah, ça peut être des graines germées, du pollen, ça c'est les super aliments, hein, ce qu'on appelle les super aliments. Mais ça peut être aussi des jus de légumes, parce que les légumes crus à digérer, c'est pas si facile, se faire une grosse plâtrée de crudité. On n'est pas tous capables de bien la digérer, donc des jus de légumes, des oléagineux trempés, des amandes trempées, des noix trempées, tout ça pour veiller à manger le plus vivant possible. Voilà, petite ouverture si vous voulez creuser la question. Voilà, mais on mange, OK, et puis le système fonctionne, notre corps fonctionne, nos cellules fonctionnent, elles produisent au quotidien des toxines, parfois parce qu'on mange trop, parfois parce que c'est leur fonctionnement normal, et c'est bon de détoxiner régulièrement. Et ça, on en parle souvent dans la détox, hein, on dit: «Bah, voilà, c'est le moment de faire une petite cure détox, on a pris un peu de poids, on a trop mangé trop gras, trop toxique». Mais en fait, ce dont on parle moins, c'est la détoxination hormonale. C'est-à-dire que le foie, il a besoin aussi enfin, c'est le foie qui va, dégrader transformer les hormones qui sont actives dans le sang, qui ont été produites, voilà, par exemple, au cours du cycle, hein, pour les œstrogènes
va les transformer pour que ce soit des molécules qui soient évacuables, soit par les reins, soit par le foie lui-même, via la bile et les intestins. Et donc ça, c'est bon de donner des plages, parce que dans la marche courante, justement, avec la vitalité qui est beaucoup occupée par nos activités diverses, c'est bon de donner des plages de temps dédiées à la détoxination. C'est ce qu'on appelle une cure détox. Bon, naturopathe, vous savez de ce que je parle. Mais c'est bon de faire des cures détox. Simplement, il ne s'agit pas seulement d'aller dans n'importe quelle boutique bio qui passe par là ou pharmacie et puis de se dire: «Oh chouette, des ampoules cure détox». Non, 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 ça suffit pas. Et surtout, ça suffit pas parce que nos foies, ils sont fatigués. Fatigués parce que vous avez vu tout ce dont je vous ai parlé, heu, des facteurs, voilà, de physiologiques pas naturels, de beaucoup de toxiques et de toxines. C'est le foie lui, hein, qui in fine va essayer de réguler tout ça et beaucoup de sucre aussi, le foie il régule le sucre. Donc le foie en fait en général, aujourd'hui il est sursollicité, il est fatigué, il est surmené lui aussi, il est congestionné comme on dit et donc il est intéressant de lui donner des voilà, régulièrement, des temps pour, qu'ils puissent, se détoxer, assurer une bonne détox du corps aussi et se faire, c'est pas juste prendre une ampoule comme ça au passage. C'est toutes les conditions, là je cite Marchesso, hein, on revient, au père de la naturopathie, lui-même, dans le texte. Les 3 conditions pour une cure de détoxication, il y en a 3, il y en a pas qu'une, c'est pas que les ampoules, hein. J'insiste un peu sur ces ampoules, mais des fois, je vois des gens, ils disent: «Oh bah, moi, c'est bon, j'ai pris ma cure d'ampoules de radis». Non, 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 non. Parce que déjà, ces ampoules, des fois, elles sont beaucoup trop agressives pour un foie fatigué et 2, on n'a pas toutes les conditions pour que ça se passe bien. Donc ces 3 conditions sont celles-ci: assécher les sources de surcharge, c'était les termes de Marchesso. Ça veut dire qu'on fait une diète, hein, on se met à la diète, on mange moins, clairement, mais ciblé sur ce qui va, voilà, soulager le foie. Ce qui va soulager le foie, hein, c'est pour le coup, moins de de graisse, moins de sucre, moins de graisse, saturée, moins d'alcool, moins de toxiques et grosso modo aussi, un intestin qui fonctionne bien et heu, moins d'apports globaux aussi, hein, une diète. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'ouvrir les émonctoires, donc les voies de sortie, stimuler effectivement éventuellement le foie par des plantes, de l'hydrologie et des exercices. Voilà, pour Marchesso, il y avait 4 techniques majeures: l'hydrologie, les exercices, l'alimentation et la psychologie. Donc même les plantes, pour lui, c'était accessoire. Bon, aujourd'hui, on aime bien fonctionner avec les plantes pour soutenir tout ça. Moi, j'aime bien aussi, mais voilà. Donc des plantes, de l'hydrologie, des exercices. Hydrologie, c'est quoi? C'est l'utilisation de l'eau sous toutes ses formes. Ça peut être de boire un verre d'eau à jeun, chaude, ça peut être aussi d'aller faire un sauna, un hammam, des bains chauds et cetera. Donc on ouvre les émonctoires, tous ces organes de sortie, pour que le foie, quand il va se mobiliser pour nettoyer le sang, les tissus, de ses hormones, par exemple, et ben celles-ci vont s'évacuer. Si on n'a pas les reins ouverts, si on a les intestins constipés, on ne va pas pouvoir évacuer ce que le foie a préparé à être évacué. Donc c'est hyper important d'ouvrir les émonctoires. Ça peut être avec des purges, ça peut être avec des plantes pour les reins, ça peut être avec des bouillottes d'eau chaude, ça peut être avec beaucoup boire, etc., etc. Voilà. Là, je vous donne les grandes conditions. Je pense que les naturopathes savent un peu plus sur les techniques, et j'invite vraiment ceux qui veulent faire des cures détox à se rapprocher de naturopathes. Et enfin, la troisième condition, qui est peut-être aussi une des plus importantes, c'est, alors voilà comment le disait Marchesso, c'est de déconnecter le cortex du diencéphale. Le cortex, c'est le cerveau qui pense là, celui qui au quotidien résout tous les problèmes du boulot, de la maison, de la famille, des enfants, des machins, des trucs.
Et le diencéphale, lui, c'est une autre partie du cerveau qu'on appelle comme ça, qui regroupe les éléments du cerveau qui vont commander les fonctions physiologiques. Et donc là, ce que nous invite à faire Marchesso, c'est à arrêter le système de réflexion, de sentiments, d'émotions, de machin, le cortex, pour que enfin le diencéphale puisse faire tranquillement son travail de régulation de la physiologie du corps et notamment de celle de l'élimination et de la détoxination. En d'autres termes, hein, si on veut dire, c'est on veut vraiment mobiliser notre énergie vitale vers la détoxination. Et si on ne fait pas ça, on aura beau faire le point 1 et le point 2 de la cure détox, le corps aura probablement pas assez d'énergie pour faire sa détox. Et on va vers des problèmes. Je peux vous en raconter un que j'ai vécu. Ça vous donnera une image. Dans mes premières années de naturopathie, j'ai essayé tout, les cures ceci, les cures cela, les machins. Donc je teste en fait en pleine période, je travaillais encore dans mon métier d'ingénieur, je teste en pleine période très stressante de mon métier, de mon boulot. Parce que voilà, j'avais des échéances au boulot un peu élevées. Je parle de très stressante, ouais, j'avais un niveau d'activité qui, à mon avis, était vraiment un peu un surmenage pour mon corps et je teste une cure de pommes cuites. C'est-à-dire que pendant une semaine, je ne mange que des pommes cuites, qui est censée, être une diète, voilà, qui peut vraiment aider le foie, par exemple. Une monodiète peut être très bien comme diète. Bah, à la fin de la semaine, je me suis retrouvée avec une bronchite. Parce qu'en fait, mon corps n'avait pas l'énergie nécessaire pour bien faire cette cure et du coup, j'ai empiré les choses. J'ai mobilisé des toxines, le corps a dit: «OK, tu manges moins, donc je suis en détox». Mais je sais pas, l'intestin n'était pas assez ouvert, il avait pas assez d'énergie pour évacuer, la peau non plus, mon énergie, elle était sur le boulot. Hop, donc attention, attention de bien donner les conditions d'une cure détox, c'est-à-dire d'être dans une phase où on peut se relaxer, se reposer, bien dormir. Alors ça peut être, à l'occasion et ça je vous conseille à toutes de le tester un jour, de faire un stage de jeûne. C'est génial le jeûne pour ça. Alors là, pour le coup, on assèche vraiment toutes les sources extérieures de surcharge. On ne mange plus ou très peu. Mais alors faites un jeûne accompagné, avec éventuellement des techniques pour ouvrir les émonctoires, hein, des saunas, des purges et puis, faites-le dans un cadre où vous êtes vraiment complètement au repos, avec des marches éventuellement, mais sûrement pas en pleine activité. Voilà, ça c'est une super belle expérience, hein, le jeûne. S'il y en a que ça intéresse, je peux vous orienter vers des centres de jeûne qui sont vraiment chouettes. Des gens qui accompagnent le jeûne qui sont intéressants. Mais bon, sans aller jusqu'au jeûne, hein, dans une activité courante, déjà on peut faire une cure de foie, voilà, accompagné par un naturopathe qui vous donnera des indications sur ce qui, dans votre habitude d'alimentation, peut être adapté à votre niveau d'activité et à la cure qui se présente. Et puis la cure peut durer, ça peut être des petites cures de 3 jours si c'est que la possibilité que vous avez. Mais j'incite, il faut faire des cures régulièrement. Enfin, on peut alors le sport et les exercices, je le rappelle ici, sont des fondamentaux de la santé en naturopathie. On ne peut pas être en bonne santé si on est sédentaire en permanence. Voilà, donc faites du sport mesdames. Enfin, j'imagine que vous en faites toutes. Mais sachez aussi que s'il y a des exercices qui ont été spécialement développés pour équilibrer le système hormonal, voilà, vous retrouverez dans le livret, je vais peut-être pas insister parce que ça fait déjà 1h20 que je suis sur ce diapo. Donc voilà, regardez le yoga des hormones, le qigong de la femme, le Tao de la femme, je vous en ai déjà parlé. Et d'ailleurs sur le Tao, en fait, il se trouve que Aïcha, dont je vous ai déjà parlé, dans le chapitre sur la sexualité, elle vient de sortir un livre, Déesse du Tao. Donc voilà, une nouvelle référence super intéressante sur le Tao. Et dans le Tao du féminin, bah, on retrouve, le massage des seins, l'utilisation de l'œuf de jade et tout ça, ce sont des exercices qui équilibrent le système hormonal. J'espère que vous êtes toutes maintenant une adepte, vous avez toutes, voilà, pris cette habitude de vous masser les seins régulièrement en sortant de la douche. Mais sachez que voilà, pour celles qui sont branchées yoga, il y a aussi du yoga des hormones qui s'est développé sous plusieurs écoles et du qigong de la femme aussi, je vous ai mis quelques références.
Ah, là, je vous ai mis juste un exemple. Alors, j'aime beaucoup Minako Kunda Yoga. Vous trouvez ses vidéos sur internet. C'est une femme qui a beaucoup évolué, qui est sur le féminin maintenant. Une chouette prof de yoga qui nous vient du Japon, qui a encore son accent japonais. Et donc, elle avait fait un petit livret dont je vous ai donné une image là, que vous retrouvez dans le livret. Elle avait fait un e-book sur des mouvements à faire quand on a mal au ventre pendant les règles. Parce qu'elle-même a été victime d'endométriose et a pu, vraiment, apaiser ses problèmes de douleur pendant les règles grâce au yoga. Et donc là, bah, je vous ai mis un exemple. Alors vous voyez, c'est tout simple, c'est pas forcément des postures de yoga complexes, mais là, avec une chaise, en suivant ces instructions, avec la visualisation, on peut atteindre vraiment un soulagement des douleurs de règles. Voilà, je vous laisse le lire dans le diaporama. Alors, dernier chapitre, de comment on prend soin de son système hormonal. Bien sûr, il y a la revitalisation. Un système hormonal qui fonctionne bien, c'est un système hormonal qui dans un corps qui est bien vital, hein. Chez les naturopathes, la vitalité, c'est un des principes de fondement de base, c'est notre niveau d'énergie vitale dans le corps. Et comment est-ce qu'on recharge notre niveau d'énergie vitale dans le corps? Eh ben, c'est dans la nature. C'est une énergie qui nous vient du cosmos, qui nous vient de la terre, qui nous vient des plantes, qui nous vient des arbres, qui nous vient de la mer, qui nous vient des rivières, qui nous vient de la neige, qui nous vient des sommets, qui nous vient des roches. Voilà, c'est tous les éléments naturels qui vont nous recharger. Malheureusement, aujourd'hui, trop de gens vivent en pénurie d'énergie vitale et essayent de pomper l'énergie vitale des autres. Vous avez vous devez avoir vécu ça, de vous être retrouvé en présence d'une personne et qu'à la fin, vous partez et vous vous retrouvez à plat. Bon, bah, cette personne, elle vous a pompé votre énergie. Malheureusement, on a trop tendance aujourd'hui à être dans ce rapport de pompage-donnage, pompage-donnage. Donc, il est hyper important d'avoir cette propre discipline pour nous-mêmes déjà, d'aller régulièrement recharger dans la nature. Alors oui, le sommeil est aussi une façon de recharger, hein. J'ai mis le sommeil dans les éléments de recharge de la revitalisation. La nuit, notre corps est capable d'aller, capter l'énergie du cosmos pour se revitaliser. C'est pour ça qu'on est quand même on a besoin de ce sommeil et qu'on capte l'énergie vitale à ce moment-là. Mais des fois la nuit, le sommeil il est pas si bon, il y a les ondes magnétiques, il y a ceci, il y a cela. Et donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller à la lumière du soleil, d'aller dans la nature. Je vous ai mis une image de forêt en ce moment, une grande pratique là, qui est à la mode, qui est en train de se développer, qui s'appelle le Shirin-yoku. C'est d'aller faire des bains de forêt, de faire des câlins aux arbres. Alors ça a la vertu vraiment que les arbres, bah, plein d'énergie vitale et qu'en plus les arbres sont connectés ciel-terre. Et donc nous, quand on vient se coller à eux, on se reconnecte ciel-terre. Pareil, on plonge nos racines, on plonge nos racines, du haut vers le haut et par là même, on capte l'énergie cosmique, on capte l'énergie tellurique, on capte l'énergie de l'arbre et en plus on retrouve cette verticalité qu'on a parfois perdue parce que justement on a été bombardé d'ondes électromagnétiques. Qui parfois nous ont désorientés, ont décalé nos chakras, nos machins. Enfin bon, là, vous allez écouter les énergéticiens, vous en apprendrez dans tous les sens. Et là, avec les arbres, on se remet ciel-terre et on est voilà. Et c'est pour ça que c'est si bon ces bains de forêt. Voilà, on recharge les accus. La musique aussi est très bonne pour recharger en énergie vitale. Bon, alors dans le livret, on parle de sonothérapie, mais la musique dans elle-même, hein. Les pierres, je vous en ai cité quelques-unes. Bon, ça, c'est vraiment sous l'influence de Laura, ma stagiaire. Moi, je ne suis pas hyper lithothérapie, mais certaines pierres ont vraiment des propriétés de recharger l'énergie vitale. Et même, on pourrait parler de l'immunothérapie, hein. Les couleurs peuvent être associées à chaque chakra. Alors, regardez derrière, j'ai une reproduction de Delaunay où j'ai l'impression de voir les chakras et la Kundalini. Ça m'a amusée quand j'ai vu ça. Heu
Et en fait, ces chakras, en fait, ont chacun sont associés à une couleur et on dit que si on a un problème avec un des chakras, on peut faire de la lumière de la couleur de ce chakra. Bon, là, je vous laisse explorer, il y a plein, plein d'autres techniques, mais déjà, je vous ai exposé la base et la base, c'est la lumière du soleil. Le soleil est vraiment pourvoyeur d'énergie vitale et la nature. C'est déjà de grands éléments et malheureusement, bon voilà, trop de gens, voilà ce que je vous ai dit, quand ils se sentent en perte d'énergie, au lieu d'aller dans la nature, hein, se recharger, ben, ils vont, voir leurs voisins, ils s'engueulent et hop, ils chopent de l'énergie. Enfin, c'est juste, mais parce que notre vie contemporaine n'est vraiment pas assez équilibrée voilà, entre les écrans et cetera, pas assez équilibrée, vers avec des temps de nature. Bon, voilà, en conclusion, donc cette femme qui fait du qigong dans la nature, les pieds nus dans l'herbe, génial. Bah, vous lirez ma conclusion du livret, c'est comment changer ses habitudes. Et là, c'est pour ça que j'ai mis une femme comme ça. C'est la question en fait, dans les pratiques, qigong, Tao et cetera, on parle de routine, installer des routines. Alors moi, quand j'étais au boulot, là, que je supportais plus mon boulot d'ailleurs, je supportais plus, métro, boulot, dodo, vaisselle, enfant, machin, je supportais pas la routine, en fait. Et pourtant la routine, ça peut avoir quelque chose de très positif et ça, je l'ai appris avec le qigong. C'est en fait, justement, on sait tous qu'aime le corps, c'est quand c'est des routines positives pour lui, il adore. Et donc voilà, toute la conclusion, vous verrez, je mène une petite réflexion et je vous propose une petite réflexion sur, les changements d'habitude. Allez-y tranquillement dans les changements d'habitude. Mettez en place vos nouvelles routines, vos nouvelles habitudes progressivement. Vous voyez, je vous ai donné quelque chose qui est long, alors peut-être certaines d'entre vous ont déjà coché toutes les cases et sont quasi dans des habitudes de vie, avec une physiologie, naturelle. Voilà, je repasse, sans plein écran et d'autres, voilà, ont peut-être beaucoup de choses à réformer. Mais prenez le temps de cette réforme. Attendez, je vais juste brancher mon ordinateur. Voilà, je finis cet exposé avec, une recharge énergétique de mon ordinateur. Donc prenez le temps de ces changements d'habitude, c'est important. Ne serait-ce que l'alimentation, ça peut être très stressant de changer d'habitude alimentaire. Si vous avez un mode d'alimentation où vous dites: «Ouh là là, j'ai plein de choses à changer, pour arriver à ces conseils, pour mon système hormonal». Par exemple, que vous mangez beaucoup de sucre, d'aliments industriels, pas de bio, pas de machin, enfin bon. Mais que vous êtes convaincu par mes propos, j'espère. Eh bien, prenez le temps des changements. Voilà, par exemple, la diminution forte du sucre ou l'arrêt du sucre, ça doit se faire progressivement. L'arrêt des excitants aussi. On se donne des objectifs, on ne fait pas d'un coup, on réforme pas toutes ses habitudes de vie d'un coup. Voilà, vous introduisez petit à petit et vous revenez vers le livret régulièrement. Et d'ailleurs, je vous propose, si vous voulez, dans le partage que nous aurons en fin de semaine dans les cercles, si vous avez des questions sur tel ou tel conseil que je donne pour rentrer plus dans le pragmatique, parce que je n'ai pas donné beaucoup de modes de faire, hein, j'ai donné surtout des conseils, généralistes. Ben, on va pouvoir rentrer plus dans le pragmatique, lors des cercles. Préparez vos questions, choisissez, voilà, c'est l'exercice de la semaine, choisissez, 3 habitudes par exemple à changer, dans le mois qui vient, pas plus, dans votre mode de vie. Ce que je dis dans cette conclusion, c'est qu'en fait, le naturopathe peut vous aider à dire, à hiérarchiser ce qui est le plus important à changer dans votre mode de vie actuel, qui est le plus mais vous-même, vous pouvez décider. Faites-le aussi en adaptation avec le test des hormones que vous avez fait. Donc je vous livre des tests à faire, faites-les et justement en fonction des déséquilibres hormonaux, peut-être que c'est telle ou telle habitude qui serait la plus intéressante par commencer à changer. Donc voilà, préparez vos questions, on en parlera, lors des cercles. On prendra quand même un temps, voilà, de questions-réponses sur tout ce livret. Bonne lecture du livret, bonne semaine à toutes et on se retrouve tout bientôt pour, voilà, le dernier module, le module 7 sera sur «Écoute ton corps» et je vous souhaite une bonne fin de journée.